que vous soyez autant. Et aujourd'hui, ça sera d'abord la biophysique. Donc, je m'appelle Emma et aujourd'hui, je serai accompagnée de Emma aussi, qui vous répondra essentiellement sur le chat. Le programme, ce sera l'introduction à la radioactivité et ensuite, on fera de la radioprotection. Voilà. Si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à m'arrêter. Bien sûr, vous pouvez prendre le micro pour parler aussi. Allez, c'est parti. Alors, vous avez le plan. Donc, là, on va commencer par la définition de la radioactivité, puis continuer avec les différents types de rayonnement ionisant, avec les différentes sources et les répartitions en France. Pour terminer ensuite avec la loi de décroissance radioactive. Alors, la radioactivité, c'est un phénomène naturel qui est lié à l'instabilité des atomes qui composent la matière. Mais du coup, qu'est-ce que c'est la matière? Alors, elle est composée d'atomes et elle peut être en phase liquide, gazeuse ou solide. Pour ce qui concerne les atomes, il y a un certain nombre d'atomes qui sont instables. Et donc, pour pouvoir retrouver une stabilité, ils vont émettre des rayonnements. On peut prendre l'exemple de l'uranium, du molybdène, technétium, polonium. Vous avez beaucoup de noyaux radioactifs. L'atome est constitué donc d'un noyau avec un cortège électronique. Le noyau, lui, il est composé de protons et de neutrons, et le cortège électronique d'électrons. L'instabilité du noyau va émettre un rayonnement qui peut être de type alpha, gamma, X ou bêta. Et cette radioactivité, elle peut être naturelle ou artificielle. Pour les artificiels, on a par exemple les rayons X que vous avez peut-être dû faire en faisant une radio. Alors, je vous avais mis une diapo sur la notation symbolique, mais je crois que vous l'avez déjà fait en chimie, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Les différents types de rayonnements ionisants. Alors, les quatre principaux rayonnements, c'est donc, je l'ai déjà dit, alpha, bêta, gamma et les neutrons. Vous pouvez voir sur le schéma que les émissions alpha peuvent être arrêtées par une feuille en papier. Pour les bêta, ça sera par une plaque d'aluminium. Pour les gamma et les X, ça sera par une plaque de plomb. Et les neutrons, ils traversent tout, mais ils peuvent être arrêtés par de l'eau ou de la paraffine. Il existe deux types d'émissions, les particulières, qui sont des rayonnements pour les alpha et les bêta. Et les rayonnements gamma et X, ils émettent des ondes électromagnétiques. Alors là, je vais entrer dans les détails sur les différents rayonnements. Et donc, je commence par les rayons alpha. Alors, les émissions alpha, c'est une transformation non isobarique. Cette transformation radioactive, elle a lieu que dans le cas où les atomes, enfin les noyaux des atomes, sont lourds, à l'exception du beryllium. La particule alpha est l'émission donc d'un noyau d'hélium, c'est-à-dire de deux protons et de deux neutrons, donc pas les électrons. Et le noyau instable, donc le noyau pair, il va produire un noyau fils qui sera plus stable ou pas, et une particule lourde alpha. On peut prendre l'exemple du radium 226 qui se désintègre en radon 222 en émettant une particule alpha. Alors, vous pouvez voir sur la diapo l'écriture qui peut être faite. Donc, soit vous allez retrouver soit directement l'écriture alpha ou avec l'hélium qui est HE. Les rayons alpha ont une faible pénétration, donc elles parcourent que quelques centimètres dans l'air. Elles vont vite être arrêtées par une couche de cornée de la peau.
ou par une simple feuille en papier. Pour ce qui est de la dangerosité à l'exposition de ce type de rayonnement, bah, il n'y en a pas vraiment en exposition extérieure. Par contre, elle est toxique en exposition intérieure parce qu'elle a une forte énergie qui est située entre 4 et 8 mégaélectronvolts. On peut prendre vous voyez les exemples donc, du mécaricium, du radon, du plomb. Vous avez bien sûr d'autres. Ce sont que des exemples. Ensuite, les rayons bêta. Alors, ce sont des transformations isobariques et il y a deux types d'émissions. L'émission bêta plus et l'émission bêta moins. Alors, pour la bêta plus, le noyau, il présente en fait un excès de protons et donc cela va engendrer donc une transformation du proton en neutron. Et lors de cette transformation, il y a l'émission d'un électron positif qu'on peut aussi appeler antiélectron, euh, positron, ou bien une particule gamma plus avec avec un neutrino, pardon. Pour ce qui est de la bêta moins, c'est l'inverse de la bêta plus. Donc, c'est-à-dire qu'elle a un noyau présentant un excès de neutrons et donc le neutron va se transformer en un proton en faisant, en émettant donc un électron ou une particule bêta moins et un antineutrino. Pour les parcours, donc là c'est pour les deux alpha, bêta plus, bêta moins, elle ne parcourt que quelques mètres dans l'air et ne pénètre pas en profondeur dans l'organisme puisque l'émission est arrêtée par une feuille d'aluminium ou de plexiglas. Et par contre, elle a une énergie plus faible que les émissions alpha, puisqu'elle est située entre 10 kV et 4 mégaélectrovolts. Vous avez l'exemple des phosphores, césium, soufre, du cobalt aussi. Pour les rayons X et gamma, alors ils sont aussi appelés des photons ionisants. En fait, ils produisent un excès d'énergie dans le noyau et souvent après la désintégration des particules alpha ou gamma. Donc, c'est le passage d'un état excité à l'état fondamental. Donc, le nucléon, il se désexcite par émission gamma ou X. Ce type de rayonnement a une forte pénétration, que ce soit à travers notre corps ou nos vêtements, du coup. Ils peuvent être arrêtés par l'acier ou le béton plomb, mais généralement, ils ne sont pas tous arrêtés. Là, voilà l'exemple du césium de l'iode, que enfin, l'iode 125 et l'iode 131. Ça va, j'espère que vous arrivez à suivre quand même. Ok. Alors, là, on va partir sur les rayonnements ionisants naturels, enfin, les sources de rayonnement ionisants. Donc là, je commence par ceux qui sont naturels. Il existe différentes sources pour les rayonnements ionisants, comme déjà les rayonnements cosmiques qui proviennent de l'espace, donc avec les photons et les particules. Le rayonnement terrestre ou tellurique, donc avec l'uranium ou le potassium. Nous sommes en permanence exposés à ce type de rayonnement puisqu'il provient du sol, donc tous les jours. La radioactivité de l'air ou l'inhalation de radon, c'est un gaz qui est naturel, radioactif, inodore, incolore et inerte. Euh, il est présent aussi sur la couche, enfin, dans la couche terrestre et naturellement.
La radioactivité du corps ou irradiation interne, le corps humain, puisqu'il mange, bouge, mange, respire, vous avalez donc des substances radioactives, comme par exemple, on prend le cas du potassium. Ah, c'est... oula, c'est... Alors, j'ai une question. C'est la masse de nucléons. Attends, je te refais. C'est le petit A qui est sur la diapo, là. Le nombre de nucléons, pardon. Voilà. De rien. Là, alors, on va continuer du coup avec les sources de rayonnement ionisant artificiel. Il y a trois types de sources. Donc là, je vais commencer par les sources médicales. Durant les examens d'imagerie médicale, il y a donc la radiologie et la médecine nucléaire, qui est aussi les traitements médicaux comme la radiothérapie qui utilisent ce type de rayonnement. Donc, il peut être soit pour le diagnostic, soit pour la thérapie. Ensuite, dans ce type de rayonnement artificiel, il y a les sources non médicales, c'est-à-dire les sources militaires ou bien les sources industrielles. Avec les installations nucléaires, les domaines industriels et les retombées anciennes, notamment par exemple avec l'accident de Tchernobyl en 1986. Normalement, je ne pense pas que pendant les QCM, ils vont vous demander la date de cet accident. Donc, je vous le dis juste à titre indicatif. Euh, mais ces expositions, elles représentent qu'une petite partie de l'exposition artificielle. Puis les répartitions des sources de rayonnement ionisant en France. Oui, c'est ionisant, mais je ne suis pas sûre. Je réponds juste à la question en fait. Mais je suis pas sûre, c'est les résonances magnétiques. Donc, je ne suis pas sûre. Bon, je vérifie, après je dirai. Euh, alors, je ne sais plus où est-ce que j'en suis. Ah oui, la répartition des sources rayonnement ionisant en France. Les sources naturelles, en fait, elles représentent à peu près deux tiers de l'exposition au rayonnement ionisant. Et pour les sources artificielles, elles représentent du coup ben, le reste, donc un tiers. En France, un individu reçoit en moyenne 4,5 millisieverts par an, dont une majorité, ce sont des rayonnements qui sont naturels. Et on en reçoit 2,9 millisieverts, qui est essentiellement lié au radon, que vous pouvez voir sur le schéma, qui représente 32%. Ensuite, ben, il y a les rayonnements artificiels, qui est de 1,6 millisieverts, qui est dû à l'utilisation dans le domaine médical, car elle représente quand même 35%. Alors là, on va passer à la loi de décroissance radioactive. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le noyau pair va se désintégrer en noyau fils pour être plus stable. Mais bien sûr, le noyau fils, il peut être aussi instable et donc il va continuer à se désintégrer jusqu'à atteindre un noyau stable. Donc, vous pouvez voir sur la diapo, là, vous avez la chaîne de désintégration de chaque noyau. Et on peut prendre par exemple l'exemple de l'uranium 234 qui va se désintégrer en thorium pardon, 238 qui, elle, va se désintégrer en radium 225, etc. Enfin, vous voyez la désintégration de tous les atomes et noyaux radioactifs. Donc, chaque noyau a une période de désintégration différente. Donc, ça fait intervenir la notion de activité.
L'activité, c'est le nombre de désintégrations par seconde et son unité internationale, c'est le becquerel. Donc on note BQ. On peut prendre par exemple l'activité de l'uranium qui est de 12,4 becquerel. Enfin, je pense pas que c'est un Hop là. Alors là, on va commencer un peu les calculs. Donc, accrochez-vous un petit peu. Pour calculer le nombre de noyaux pairs au bout d'un certain temps, que l'on note n entre parenthèses t, il faut appliquer donc la formule que vous pouvez voir sur la diaporama, qui est donc n de t qui est égal à n0 fois exponentielle de moins lambda t. Donc, n0, il représente le nombre de noyaux pairs initiaux, donc avant la désintégration. Et lambda, ça représente en fait la constante de désintégration radioactive qui est propre à chaque atome. Et pour trouver cette constante de désintégration, soit on peut vous la donner, et sinon vous pouvez aussi la trouver par calcul en faisant lambda est égal à ln de 2 sur t. Et ln de 2, c'est égal à environ 0,6, enfin 693. Mais pour vous faciliter le calcul, parce que vous n'aurez pas de calculatrice le jour de l'examen, vous pouvez l'arrondir à 0,7. Donc, il va falloir maîtriser les calculs. La période. Alors, c'est en fait la même chose que la demi-vie. Enfin, vous pouvez dire période ou demi-vie, c'est pareil. Et elle se note soit T ou T un demi, généralement. Donc, c'est la durée au bout de laquelle la quantité de radionucléique a diminué de moitié. Donc, pour la demi-vie d'un noyau, on peut écrire la formule qui est sur la diapositive. Donc, n de t est égal n0 sur 2. Mais si il y a plusieurs, enfin, si on vous demande le nombre au bout de beaucoup de demi-vies, au bout de plusieurs, ce sera plus n de nt est égal à n0 sur n puissance, 2 puissance n, pardon. Et n représente du coup le nombre de demi-vies que vous voulez mettre dans le calcul. Donc là, je vais peut-être vous faire un petit exemple. Alors, par exemple, au bout de deux périodes, en fait, vous avez le nombre de noyaux pairs qui sera divisé par 2 puissance 2, donc divisé par 4. Au bout de trois périodes, ce sera par 8, et etc. Euh, et après, donc, en fait, vous faites le calcul pour trouver le nombre d'atomes qui va rester dans votre échantillon analysé. Alors, c'est égal, enfin c'est noté A et c'est en becquerel. Elle est égale au nombre de radionucléiques multiplié par le coefficient de désintégration, lambda. Et vous avez la formule. Pour ce qui est des d moins dn sur dt, en fait c'est les dérivés, mais vous n'êtes pas obligé de le... Enfin, ça ne sert à rien de le retenir. Je l'ai juste mis pour que vous sachiez en fait trouver la formule. Euh, Et donc, on sait que n va décroître aussi exponentiellement au cours du temps. Donc, en fait, ce sera la même formule que tout à l'heure, c'est-à-dire, mais appliquée à l'activité, c'est-à-dire A de t est égal à 0 fois exponentielle de moins lambda t, avec A0 qui est l'activité de l'échantillon à t égale 0. Après, la période, elle peut aussi s'appliquer donc pour l'activité. Et là, dans ce cas-là, enfin, c'est le temps au bout duquel l'activité de l'échantillon a diminué de moitié. Donc l'activité a diminué de moitié. Alors, pour trouver le calcul de l'activité à partir de sa masse et de sa période, on va combiner plusieurs formules. Alors d'abord, on sait que lambda est égal ln de 2 sur t. Et donc, ça permettra
de d'utiliser la formule que j'ai dit tout à l'heure, qui est A est égal à lambda fois n, de transformer le lambda en ln de 2 sur t. Ensuite, il faut faire une succession de formules que vous avez vues en chimie, notamment celle avec le nombre d'Avogadro, donc c'est-à-dire que n est égal à n fois le nombre d'Avogadro, et la formule des moles, c'est-à-dire n est égal à la masse sur la masse molaire, ce qui vous permettra d'avoir la formule que vous avez sur la diapo. Hop, la masse. L'activité donc est toujours en becquerel. La masse est en grammes. Le nombre d'Avogadro, normalement, il vous est donné. Donc, c'est 6 fois 10 puissance 23. La masse molaire est en grammes par mol. Et la période en secondes, ou enfin, généralement, c'est en secondes. Voilà, j'ai fini la partie radioactivité. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à la radioprotection? Bon, je passe à la radioprotection alors. Bon, ça va être un peu court, je vous dis avant, il n'y a pas trop de calcul sur cette partie-là. Ce sera vraiment plus du par cœur sur cette partie. Alors, le plan, les généralités, ensuite, on va faire les effets ionisants, rayonnement ionisant, pardon, les organismes de radioprotection et le principe de radioprotection. Alors, la radioactivité, elle désigne donc l'ensemble des mesures prises pour assurer la protection de l'homme et de son environnement contre les effets néfastes que peut générer une exposition à des rayonnements ionisants, donc alpha, gamma, bêta, X. Et les personnes qui sont protégées, c'est le public, soit les patients ou les accompagnants, mais aussi les travailleurs, car ils ont une exposition plus importante que le public. Alors, les effets de rayonnement ionisant, on va commencer par les effets déterministes. euh, qui peuvent être développés après une exposition aux rayons. Cela peut entraîner soit une mort cellulaire ou un dysfonctionnement cellulaire. Mais cela n'arrive que si on dépasse un certain seuil. Donc, je pense que vous savez tous que, en fonction de la dose qu'on observera, les effets seront plus ou moins graves. Donc, elle est dose dépendante. Pour ces effets déterministes, il y a des effets précoces qui peuvent être des irradiations aiguës ou des brûlures et des effets tardifs qui sont soit la stérilité ou la cataracte. Bon, souvent, les particules qui sont utilisées, qui provoquent ces effets, c'est plus les particules chargées, donc alpha, bêta, les protons, les électrons, les positons et d'autres particules chargées. Pour les effets stochastiques, pardon, c'est des effets qui sont qualifiés d'aléatoires parce que elles sont liées au rayonnement et n'a pas vraiment un tissu spécifique. Elle peut survenir après plusieurs années, voire dizaines d'années, donc c'est assez différé dans le temps. Par contre, les effets stochastiques n'est pas du tout dépendante de la dose. Et donc, on peut développer un cancer juste après une radiographie, pardon, ou plus tard. Et c'est la même chose que pour les effets déterministes. Enfin, plus la dose est augmentée et plus les effets sont graves. Je pense que vous avez compris.
Les particules qui sont utilisées sont généralement les particules gamma, X et neutrons, et vu qu'ils n'ont pas vraiment de direction, en fait, ils peuvent venir de n'importe où, donc c'est pour ça que ils sont assez aléatoires. Donc maintenant, les organismes de protection. D'abord, qu'est-ce que c'est les organismes? Alors, les organismes sont des instituts ou des agences chargées de promouvoir pardon, la sécurité et de réglementer l'utilisation des radiations ionisantes. En France, on a essentiellement l'ASN et IRSN. Donc l'ASN, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui cherche, enfin, qui contrôle toutes les radioprotections et tout ça. L'IRSN, c'est les instituts de radioprotection et de sûreté nucléaire qui, plus, a un avis d'expertise sur les radioprotections. Ensuite, il y a les organismes internationaux qui sont ICRU ou ICRP. Alors, euh, bon, ICRU, International Commission Radiation Unit and Measuring. Et l'autre, c'est International Commission Radiological Protection. Ce sont les premiers organismes qui ont été mis en place dans les années 1920. Et il y a d'autres organismes internationaux que le prof vous évoquera. Donc, j'ai juste mis les premiers organismes qui ont été, et pas les autres. Mais vous allez en voir d'autres durant le cours. Les principes de radioprotection. Alors, d'abord, il y a mesurer, surveiller. Donc, les professionnels sont fortement exposés au rayonnement et plus que les patients, puisqu'ils doivent travailler constamment avec des rayonnements. Ce qui fait que, ils ont mis en place des dosimètres pour pouvoir savoir le nombre de quantités que a reçu un professionnel durant sa carrière. Ensuite, les trois grands principes de CIRP. Il y a donc la justification de l'acte, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment nécessaire de prescrire une radiation, enfin de prescrire ce type, enfin un type de radiographie à une personne. Donc c'est par exemple pour enfin, les femmes enceintes, peut-être revoir d'autres techniques pour justement pas faire des irritations en plus et donc aggraver la santé. Ensuite, il y a l'optimisation des doses que nous mettons avec ARA, as low as reasonable, achievable. Et bien sûr, il y a des limitations de doses individuelles que j'ai évoquées tout à l'heure avec la répartition. Et enfin, la protection contre l'exposition externe, donc limitée dans le temps d'exposition et utiliser des écrans protecteurs. Voilà, je crois que j'ai fini pour ce qui est des cours. Vous avez des questions, quelque chose à relever? Voilà. Du coup, on va passer au QCM. Non, les effets stochastiques, pardon, elles sont pas dose dépendantes. Il n'y a que les effets déterministes qui sont dose dépendantes. Ok. Bon, je vois que vous avez pas fini vos questions. Allez, bon, c'est parti pour les QCM du coup. Je pensais pas que j'étais aussi rapide. Bon, alors je vous ai mis les modalités, mais je pense que vous avez déjà eu un petit truc sur les modalités. Donc, est-ce que vous voulez que je la refasse ou c'est bon? Ok, super. Bon, ben, premier QCM du coup. Ben, on va faire QCM par QCM et puis j'afficherai, enfin je le dirai, puis vous me direz sur le chat si c'est vrai ou faux, ou voire même prendre le micro si vous voulez. Et donc, du coup, premier QCM, à propos des bases de radioactivité. Ah, un atome est constitué d'un noyau et d'un cortège électronique. C'est vrai ou faux? Super. Là, moi, je vais arrêter la réponse juste. C'est vrai. B. Un noyau instable peut émettre différentes particules pour se stabiliser.
Super, vous avez bien suivi. C'est vrai. Je vais prendre une justification. Les particules alpha, pardon, sont lourdes et dangereuses en exposition externe. Et vous pouvez me dire pourquoi c'est faux? Super, très bien suivi, pardon. C'est en exposition interne, qui est dangereuse. D. Un rayonnement bêta est particulière d'énergie moyenne. E. Les rayonnements X ou gamma sont les plus dangereux. Waouh, vous avez super bien suivi. Ravi, c'est vrai. QCM 2. Alors, les rayonnements bêta et gamma, en fait, ce sont des rayonnements qui font des particules. Et bah, c'est une énergie moyenne, enfin, elle est moins forte que l'émission des particules alpha qui sont comprises entre 4 et 8 mégaélectrovolts. Ensuite, pour les émissions, en fait, ça, c'est le gamma et le X, ils font des ondes électromagnétiques. C'est ça la différence. Donc, QCM2, les rayonnements ionisants. Ah, l'irradiation tellurique est due aux retombées particulières cosmiques. Oui, super. C'est bien ça. Donc, les irradiations cosmiques viennent du retombée cosmique et pas du coup cosmique, pas du sol. QCM B, enfin item B, pardon. L'irradiation médicale ne concerne que le diagnostic. Super, c'est bien faux. Et pourquoi du coup? Waouh, c'est bien suivi. Bravo, c'est faux. Alors, comme vous avez dit, en fait, ça peut être aussi pour la thérapie et pas que pour le diagnostic. Comme par exemple bah, le cancer de la thyroïde. Item C. Les sources militaires, industrielles et médicales sont artificielles. Super. C'est bien vrai. Je n'ai pas de justification en plus. Item D. Irradiation naturelle est plus faible que l'irradiation artificielle. Ok. Est-ce que vous vous souvenez encore des chiffres? Non, pas les- On va commencer par l'irradiation naturelle. Vous pensez que c'est quoi le chiffre? Alors, vous avez mis. Alors, non. C'est deux tiers de l'irradiation naturelle et un tiers de la radiation artificielle, pardon. Bon, je n'avais pas retenu trop les chiffres, hein. Alors, pardon. L'irradiation totale est de 4,5 millisievert par an. Celui-là, je pense que vous avez retenu. Oui, c'est bien vrai. QCM 3. Concernant la radioactivité. A. Les atomes émetteurs de rayonnement oula, X ou gamma émettent des ondes électromagnétiques. On vient de faire quand même, hein. Super, c'est vrai. B. Le radon 222 est un émetteur d'atomes d'hélium. Ok. Bah, vous êtes tombé dans le piège du coup. Alors, en fait, c'est pas un atome, c'est le noyau, parce que l'atome, ça comprend aussi les électrons. Non, c'est alpha par contre. Oui. Voilà. Allez. Les particules bêta sont divisées en particules bêta plus physiquement identiques aux positons et en particules bêta moins physiquement identiques aux électrons. J'attends un peu de voir plus de réponses parce que vous êtes deux. Voilà. J'en ai un peu perdu là. Euh, Alors, attendez, parce que peut-être. Ah si, si, pardon. Attends, vous m'avez répondu quoi? Je suis un peu perdue là. Mais si c'était vrai, parce que les particules bêta plus, ils émettent des positons, et les particules bêta moins, ils émettent des électrons. En fait, le positon, c'est l'inverse de l'électron. C'est juste, il y a une charge plus. Ça va dans le même sens, hein. Bêta plus, positon, donc électron plus, et bêta moins, électron avec un moins. Voilà. Ok. Le seul moyen de se protéger d'une bombe à neutrons est de se cacher derrière une bouteille d'eau. Alors, c'était vrai. Oui, ça fait un peu bizarre. Mais je trouve que la question était classe quand même. Alors, comme j'ai dit sur le graphique que vous avez eu dans la diapo, en fait,
les neutrons, ils sont arrêtés par l'eau ou de la paraffine. Et du coup, c'est pour ça que pour pouvoir se protéger donc, du bombe à neutrons, il faut se cacher derrière de l'eau. Donc, une bouteille d'eau, ça passe. Oui, bon, voilà, hein. Alors, les noyaux d'atomes stables sont sujets à la radioactivité. Ok, c'est bien instable et pas stable. QCM4, ah oui, je vous ai fait un rappel, bon, des formules et en fait de l'activité essentiellement. Voilà, moi, de toute façon, je verrai ça tout à l'heure, enfin, dans les QCM qui vont arriver. QCM4, la loi de décroissance radioactive. Alors, l'activité est le nombre de désintégrations par seconde. Réponse. Et c'est quoi l'unité internationale de l'activité? Voilà, super. Becquerel. C'est vrai. Ok, c'est faux, c'est le temps. Non, ce que tu as dit, Gabin, j'espère que je ne me trompe pas, c'est la période, donc la demi-vie. C'était pas l'activité. Alors du coup, B, la période T est le temps au bout duquel l'activité de l'élément a diminué de moitié. Super, tu m'as... tu sais, du coup. Oui, du coup, c'est vrai. C, lambda est la constante de désintégration radioactive. Super, c'est vrai. D, l'activité est égale au produit du nombre de radionucléides par la constante de désintégration radioactive. Super bien suivi, super. C'est ça, et la formule 6. E, lambda est égal à la division du logarithme népérien de 2 par la période. Je suis pas tout à fait d'accord. Alors, c'était vrai. Et j'ai une question par le temps. Bah, c'est pareil, en fait, la période, le temps. C'est pas... Vous avez la formule, donc lambda est égal ln de 2 sur t. QCM5, alors là, c'est un peu de calcul. Je veux dire, alors les deux premières questions, en fait, là, on va faire la A et la B en même temps. Voilà. Au bout de 15 minutes, il reste encore 88,6% de l'activité initiale ou 98,6% de l'activité initiale. Je vous laisse faire un peu le calcul du coup. Et vous me dites quand vous avez fini. Ben, en fait, la période, c'est un temps et c'est une demi-vie. Enfin, ça peut être égal à une demi-vie. Enfin, la période, c'est une demi-vie. Et en gros, c'est un temps. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oubliez que vous avez une petite donnée à la fin, mais je suis pas sûre qu'on utilise pour la première. Ah si, si, pardon. Est-ce que vous arrivez ou vous avez besoin d'aide? Enfin, d'indices, du coup. Alors, faut savoir vous faire qui. Je vous ai déjà si vous voulez les formules. Ok, alors, du coup, la A est fausse et la vraie est vraie. La B est vraie, pardon. Donc, en fait, vu que... alors, j'ai pas remis les associés un peu con, du coup. Au bout de 15 minutes, en fait, vous devez transformer le temps en heures, en heures. Et du coup, vous devez donc diviser par 60. Parce que vous savez qu'en transformant donc les minutes en heures, il faut diviser par 60. Et si vous voulez passer les heures en minutes, vous multipliez par 60. Donc, ça fait que du coup, c'est 15 divisé par 60. Et il va falloir du coup faire les divisions de tête. Donc, ça fait normalement un quart. Donc, 0,25 heures. Or, on sait que la demi-vie, donc la période, donc un t sur 1 demi, ça va être égal à 12,7 heures. Pardon. Euh, donc, pour obtenir t sur 1 demi dans la formule en fait, de l'activité,
on va du coup diviser par 0,25 sur 12,7. Moi, je vous ai mis les fractions et les décimales, si vous voulez, mais en fait, il va falloir que vous les transformez en fractions parce que ce sera beaucoup plus facile pour les calculs. Et bien sûr, vous arrondissez parce que sinon, vous allez jamais vous en sortir. Donc, du coup, ça fait à peu près 1/50. Ce qui nous permet donc de le mettre dans la formule. Et ça fait que A0 est égal, déjà la formule de base de l'activité, c'est A de t égale A0 fois ln, non, exponentielle de moins ln de 2 sur n, il me semble. Qu'est-ce que je raconte? Ah non, pardon, juste t sur n, ah oui, ok. Et donc vous remplacez, et en fait, vous avez que, enfin, vous arrondissez ln de 2 à 0,7. Et donc vous avez A0 est égal, enfin fois, oula, ça n'arrive plus là, exponentielle de moins 0,014. Et donc on vous donnait une petite donnée, comme quoi on disait que quand x tend vers 0, exponentielle de moins x était environ égal à 1 moins x. Donc là, vous avez un peu les limites. Ce qui fait que vous appliquez du coup dans l'équation euh, l'exponentielle en 1 moins 0,014. Et donc, en fait, vous du coup, faites la soustraction et vous trouvez que ça fait 98,6% de A. Ouais, j'ai pas pris le meilleur exemple quand même. Mais si vous avez un truc chez activité, c'est en fait les lois de décroissance qui font un peu apparaître toutes les formules de l'activité et du nombre de noyaux. Ah si, ok. En fait, vous avez le temps que vous avez au bout de 15 minutes. Oui, c'est sans calculatrice. Bienvenue en médecine. Vous avez pas le droit à la calculatrice pendant les examens, de toute façon. En fait, du coup, je reviens sur pourquoi t divisé par t 1 demi. Vu que nous, on veut savoir au bout de 15 minutes et que la période, elle est à 12,7. Et donc, c'est pour ça qu'on divise pour connaître le temps réel, enfin, de ce que nous, on veut savoir. Donc, au bout de 15 minutes. J'ai l'impression que je vous ai perdu. Bon, on va faire les questions suivantes parce que dans 5 minutes, je vais finir. Donc, alors, Euh, là, je l'ai fait en heures, mais tu peux le faire en secondes. C'est juste que c'est un peu long de faire passer les heures en secondes parce que tu dois diviser par 3600. Euh, Tu vas multiplier par 3600. Donc ça fait beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai passé en une heure. C'était plus simple pour les calculs aussi parce que ça fait un quart directement. Voilà. Allez, du coup, là, A c'était faux et B c'était vrai. Donc du coup, là, la question C chez D, enfin c'est regroupé. Ah, euh, c'est pas que j'avais directement affiché. Bon, on va faire comme ça. Ça vous a pas pris de screen. Alors, au bout de 25,4 heures, il nous reste 50% de l'activité initiale ou 25% de l'activité initiale. C'est pas il y a la suite, exactement. Je suis pas sûre que je vous l'ai montré. Ok. Un bon raisonnement, mais si. Alors, du coup, c'était donc. Alors, c'est qui est la première. Donc, faux, c'était C et vrai, c'était D. Mais normalement, ça, il fallait faire calculatoirement. Mais ça passe aussi ton raisonnement. Et par contre, je suis pas sûre de vous avoir dit cette formule. Enfin, vous vérifiez. Et en fait, vous faites enfin, l'activité de T sur A0 sur 2 puissance N. Vous utilisez la formule avec le nombre de noyaux. Enfin, le nombre, oui, de noyaux restants. Et sauf que vous l'appliquez à l'activité. Et la dernière, super, j'adore.
les transitions. Alors, du coup, la E, au bout de 5 périodes, la quantité initiale de cuivre 64 a été divisée par 64. Alors, super, j'ai fait une faute en plus. C'est vrai ou faux? Faux. Super. Attendez, parce que du coup, ok, c'était bien faux. Parce que vous faites puissance de 5 c'est 5 périodes. Donc en fait, c'est 2 puissance n. Et vu que vous avez 5 périodes, vous faites 2 puissance 5 qui fait 32. Et donc, c'est bien faux. Pour moi, je crois que c'est tout. Oui, j'ai fini avec mes QCM et mon cours d'aujourd'hui. Je vous laisse nos messengers si vous avez des messages à nous envoyer avec nous deux. Et Lénie, tu as une question sur les diapositives, si elles seront postées sur la librairie ce week-end, si tu es là. D'accord. Je sais pas. En fait, c'est lui qui gère. Du coup, pour les diapos, on ne sait pas trop encore. Ouais. Normalement, ça devrait être fait très prochainement. On va essayer de vous tenir au courant, même pour les vidéos YouTube. On essaie d'organiser tout ça et vous aurez accès à tout du coup. Voilà, voilà. Bah, moi, je finis à l'heure. Du coup, je laisse la place à l'histologie. Donc, bon courage pour la fin du cours. Et du coup, à vendredi. Ah si, j'avais une question. Est-ce que ça vous va comme ça ou vous voulez plus de cours? Oui, non, oui. Parce que là, du coup, j'ai fait moitié-moitié. Ok, super. Bon, on va faire la même chose du coup vendredi prochain. Super. Et bien, merci pour votre participation et vos réponses. Je vous souhaite un bon cours pour le prochain et un bon week-end.